Aujourd'hui encore, les observations de McDivitt restent inexpliquées. C'est un principe très simple. On tente de trouver la plus longue fréquence radio possible et on cherche un signal. Prouver l'existence d'une autre espèce intelligente bouleverserait le futur de notre espèce. Seth Shostak est astronome au SETI, le centre de recherche de l'intelligence extraterrestre. À l'instar de nombreux scientifiques, il tente de trouver des preuves de l'existence d'une vie extraterrestre ailleurs dans l'univers. Prouver l'existence d'une autre espèce intelligente bouleverserait le futur de notre espèce. L'observatoire radio du SETI est situé près de la forêt nationale de Lassen, en Californie. C'est un endroit magnifique. C'est un peu isolé, mais c'est pour cela qu'on est là. On doit s'éloigner de ce qu'on appelle les interférences d'origine humaine. Jour après jour, Shostak et ses collègues parcourent le ciel à la recherche d'un signal venu de l'espace. C'est un principe très simple. On dirige ces antennes vers un système stellaire dans lequel se trouvent des planètes. Ensuite, on tente de trouver la plus longue fréquence radio possible et on cherche un signal. Si on en reçoit un, cela veut dire qu'ils sont assez intelligents pour construire un émetteur radio. Chaque année, les scientifiques découvrent de plus en plus de planètes à l'extérieur de notre système solaire. Seth Shostak est convaincu que l'une d'elles enverra bientôt des signaux. La technologie double en efficacité environ tous les 2 ans. Personnellement, je pense que nous découvrirons quelque chose dans les décennies à venir. 4 décembre 1965. C'est le début de la mission pour Frank Borman et Jim Lovell, qui seront plus tard aux commandes de la tristement célèbre mission Apollo 13. Moins de 2 heures après le lancement, les astronautes aperçoivent quelque chose près de leur appareil. Des enregistrements audio officiels confirment leur observation. Ici Gemini 7. Houston, comment me recevez-vous? Je vous reçois parfaitement, Seth. Continuez. Appareil non identifié en vue à 10 heures. Jim Lovell, ancien pilote de la marine, emploie l'expression « appareil non identifié » qui désigne un vaisseau ennemi. Frank Borman affirmera plus tard qu'il s'agissait en fait de la fusée lanceur. Mais les conversations enregistrées durant la mission suggèrent une interprétation différente. Les agents au sol demandent « s'agit-il de la fusée ou d'un autre objet ?» Lovell répond « il y en a plusieurs, on dirait un objet et on voit aussi la fusée. » Nick Redfern est écrivain et chercheur d'OVNI. Il s'est emparé de cette contradiction. Ce qui est intéressant, c'est que la fusée est visible sur certains rapports. Elle ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps. Il devait donc y avoir autre chose. Nick Pope doute du fait que les astronautes aient pu prendre le lanceur pour un autre objet. Les astronautes fournissent sans aucun doute les meilleures observations, les plus fiables. La question a été de savoir s'il s'agissait d'un ovni type soucoupe volante ou bien d'un ovni au sens d'un objet simplement non identifié. Des experts affirment que l'objet non identifié appartenait à un plus large ensemble de débris. Mais Nick Pope n'en croit rien. Certains disent qu'il s'agirait de morceaux de la fusée qui se seraient détachés de l'appareil. La vérité, c'est que nous ne savons pas. 12 septembre 1966. Pete Conrad et Richard Gordon se préparent pour la 17e mission spatiale habitée des États-Unis. Nous maintenons la position. Une fois le lancement réussi, le premier défi est l'amarrage avec un autre engin spatial. Reçu, commencez l'amarrage. À plus de 27 000 km/h, les astronautes réalisent cette manœuvre extrêmement complexe
dès la première tentative. Nous sommes amarrés. Nous confirmons l'amarrage. Reçu, excellent. Le lendemain, les astronautes observent quelque chose à proximité de Gemini 11 qu'ils ne parviennent pas à identifier. Il s'agit d'un objet lumineux qui semble changer de forme devant leurs yeux. L'équipage a remarqué un objet lumineux qui s'approchait d'eux. Ils l'ont photographié alors qu'il passait devant le hublot. De nouveau, les agents au sol tentent d'identifier l'objet. Selon eux, l'objet humain le plus proche est un satellite russe en orbite à 450 km de là. Bruce McCabe, physicien optique pour la marine américaine, a enquêté sur le phénomène. Étant donné la distance focale de l'appareil utilisé et la taille de l'objet dans l'image, il est selon lui impossible qu'il s'agisse du satellite russe. J'ai effectué quelques calculs simples. Le satellite devait mesurer plusieurs centaines de mètres. Les suspicions de Bruce McCabe ont été confirmées quand il a vérifié les coordonnées de l'appareil. Le satellite se trouvait apparemment à 4800 km de Gemini et non à 450. Il y a une grande différence entre le résultat de mes calculs et la localisation initiale. Ce n'est donc pas le satellite Proton 3 qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont vu reste à découvrir. Pour Bruce McCabe, après 40 ans d'enquête, cette rencontre reste un mystère. Ce que j'appelle un objet véritablement non identifié, c'est lorsqu'après une enquête minutieuse, le phénomène reste inexpliqué. Je pense qu'il y a des centaines de millions, peut-être des milliards, de créatures planétaires qui ont quitté leur planète et visitent d'autres systèmes solaires. Comment des extraterrestres se rendraient-ils sur Terre ? Les planètes potentiellement habitables se trouvent à des milliers d'années-lumière. L'homme est incapable de parcourir des distances intergalactiques, mais d'autres formes de vie n'ont peut-être pas les mêmes contraintes technologiques. L'univers est environ 3 fois plus vieux que la Terre. Nous sommes des petits nouveaux. Si des êtres évolués ont uni leur savoir, ils développent peut-être leur technologie depuis 1 million, voire 1 milliard d'années. Notre compréhension de l'univers en est à ses balbutiements. Selon certains astrophysiciens, il serait possible de voyager d'une galaxie à l'autre. L'espace peut être déformé ou plié. Un champ gravitationnel intense peut recourber l'espace. Et si une autre civilisation peut suffisamment le recourber, il y aurait moins de distance à parcourir. Il plierait l'univers et sauterait par-dessus. Je pense qu'il y a des centaines de millions, peut-être des milliards de créatures planétaires qui ont quitté leur planète et visitent d'autres systèmes solaires. « 16 juillet 1969. À bord d'Apollo 11, Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin se préparent pour la plus grande mission de l'humanité. À l'unir et marcher sur la Lune. Nous avons le feu vert pour Apollo 11. Plus que 30 secondes. 1 million de personnes se rassemblent pour le plus grand spectacle de l'histoire. Les astronautes disent que tout va bien. Décollage dans 15 secondes. Pilotage interne, 12, 11, 10, 9... À 9h31, les moteurs du plus puissant propulseur jamais construit se mettent en marche. Alan Bean, astronaute d'Apollo 12, décrit l'expérience. La seule chose que j'ai pensé, c'est est-ce que le métal de la navette va être assez solide pour supporter ces vibrations? Décollage réussi. Je n'imaginais pas que la machine puisse supporter cela et fonctionner encore.
Ici Houston, vous pouvez délester. 12 minutes plus tard, l'équipage entre en orbite.